Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Réinventer la valeur de l'intention aux solutions. FutureUp. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette deuxième conférence de notre cycle de webinaires FutureUp. FutureUp, c'est notre engagement pour nous, Kea. C'est notre manière d'affirmer que, à contre-courant de la pensée parfois dominante et un peu fataliste, il existe des raisons d'espérer et qu'on a de puissants moyens d'agir. Ce thème FutureUp, pour toute cette année, on l'a placé sous l'angle de la réinvention de la valeur pour les entreprises. Réinventer la valeur, l'idée, au travers de ces 10 webinaires qui ont commencé hier, c'est de vous démontrer qu'on peut passer de l'intention et trouver de solutions concrètes. Alors, pourquoi aujourd'hui avoir trouvé ce thème de la souveraineté sur cette question de la valeur ? Ce thème de la souveraineté, pour nous, Kea, qui sommes un cabinet de stratégie d'origine française et européenne, il nous tient particulièrement à cœur dans un monde où les consultants sont plutôt dominés par une pensée anglo-saxonne. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu d'émotion, en fait, de placer sur ce thème-là. Mais au-delà de l'émotion, pour nous, Kea, de soutenir et de vouloir défendre nos assets européens, il y a tout ce que vous lisez dans les journaux qui se sont accélérés sur les... Là, je vous ai mis des exemples qui ne sortent que des dernières semaines, sur lesquels on a pu parler de Doliprane beaucoup, du blé, des plateformes numériques qui pouvaient passer, dont on pouvait perdre le contrôle. On voit bien que pendant des années, on a vécu avec une croyance un peu fausse que les ressources matérielles et humaines étaient limitées et que nos relations internationales étaient suffisamment pacifiées ou pacifistes pour nous permettre de faire ce qu'on voulait côté des entreprises. Or, on voit désormais, depuis la pandémie, on voit bien qu'on est dans un monde où on prend conscience que les matières premières, les ressources humaines, se sont parfois raréfiées et qu'on est dans un monde limité. On voit bien que les conflits qui peuvent être plus ou moins proches de nous empêchent de faire du business comme on le voudrait. Et on voit bien qu'un certain nombre d'États, notamment la Chine et l'Europe, ont pris des mesures plus que protectionnistes, très agressives, pour garantir leur propre souveraineté. Or, ce sujet, c'est un sujet forcément sur lesquels les États ont un rôle à jouer, mais nous, notre conviction, c'est que les entreprises ont un rôle à jouer sur la question de défendre la souveraineté européenne. Et ce que je voudrais juste rappeler, c'est que finalement, il y a bien, dans cette responsabilité des entreprises, 2 niveaux dans lesquels on peut jouer et exercer sa responsabilité en tant que patron d'entreprise. Le premier, il est pour son entreprise, c'est-à-dire regarder sa capacité à défendre son autonomie stratégique et à défendre la résilience de sa chaîne de valeur. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est se mettre en contribution à la souveraineté des citoyens européens pour garantir qu'on va être capable de leur produire et de leur délivrer les produits dont ils ont besoin. Donc souveraineté de l'entreprise et contribution de l'entreprise à la souveraineté de l'Europe, c'est les 2 niveaux sur lesquels peut-être vous voudrez réagir et sur lesquels, en tout cas, je pense que tous autour de la table, quand on parle de souveraineté, on ne va pas être dans la caricature de prôner un isolationnisme. La souveraineté, pour moi, c'est la capacité, on est tous interdépendants, humainement et d'un point de vue économique. La souveraineté, c'est bien la capacité à éclairer et choisir ses dépendances, ne pas les subir. Alors, pour travailler ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir 3 personnalités absolument passionnantes et inspirantes sur ce sujet. Le premier, Jean-Philippe, merci d'être à mes côtés, merci d'être venu ici. Jean-Philippe Puig, donc vous êtes le DG du groupe Avril. Avril, peut-être que tout le monde ne resitue pas, je vous donnerai 2-3 caractéristiques. Donc c'est un groupe d'origine française, créé il y a plus de 40 ans, qui opère sur 19 pays. Au-delà de vendre sur beaucoup plus de pays encore que ça. Donc il y a une implantation mondiale, enfin en tout cas multicontinentale. Dès la création, il y a 40 ans, du groupe Avril, il y a eu la vocation de défendre une souveraineté alimentaire sur les protéines d'origine végétale. Pour vous donner quelques exemples, entre autres, Avril, ça collecte et ça triture des graines et ça les amène jusqu'à les transformer, jusqu'à l'huile que vous utilisez certainement tous, que ce soit les marques Le Sieur ou Puget, pour ne nommer qu'elles.
Et petit point caractéristique et intéressant par rapport à notre sujet de la souveraineté, en fait, Jean-Philippe, vous avez aussi fait bouger l'évolution, vous avez fait bouger le modèle juridique en fait de la société, puisque depuis un peu moins d'une dizaine d'années, le groupe Avril est devenu une société en commandite par action, qui est détenu à la fois par le monde agricole qui travaille sur les huiles, enfin sur les oléos prétagineux, et par une fondation, une FRUP, donc une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui garantit vraiment indépendance et une certaine pérennité. Et peut-être que vous réaborderez ce thème-là tout à l'heure. Deuxième témoin, alors il est connecté, il est à distance près de Dunkerque, c'est Mathieu Gel, qui est le CEO d'ArcelorMittal. Merci Mathieu d'avoir l'agilité de vous connecter à distance. Mathieu, CEO, enfin, ArcelorMittal, je pense que vous situez tous, hein, ça récupère, c'est un groupe pour le coup éminemment mondial, même si il me semble que vous avez un barycentre, pas mal d'effectifs en Europe, hein, pratiquement 40% des effectifs qui sont côté Europe. Une big company, comme on peut le dire, une société qui est cotée, donc haute situation, qui est détenue, dont l'actionnaire principal est une famille indienne, désormais. Et vous voyez tous l'acier, donc on prend du minerai de fer ou de la ferraille, on le transforme en acier, et tout ça, ça alimente à la fois notre quotidien, nos voitures, notre électroménager, nos bâtiments, et puis toutes les machines que les industriels utilisent eux-mêmes pour produire. Donc là aussi, un bien absolument essentiel pour nous. Et puis le dernier, Denis Ferrand. Merci Denis aussi d'être avec nous. Vous êtes le DG de Rexecode. Rexecode, c'est un institut qui a été créé depuis... bientôt 70 ans. Je me pensais 65. 70 ans, ok. Depuis 70 ans, dont la vocation est de travailler l'information économique et surtout de soutenir le développement des entreprises. Donc ce qui est intéressant au-delà de nos deux patrons d'entreprise, en fait, c'est aussi d'avoir un regard plus économiste par rapport à ce sujet, parce que qui dit souveraineté dit tension à la fois par rapport à la compétitivité et au coût de revient, ça je suppose qu'on y reviendra, et puis aussi tension par rapport aux sujets environnementaux et sociaux. C'est pas si facile d'être capable de concilier tout ça. Alors ce qu'on vous propose pour cette table ronde, et ça sera mon dernier slide. Après, on passe vraiment en mode table ronde. En fait, c'était difficile de choisir et d'angler les sujets. Parce que se mettre en pour une entreprise, travailler sa souveraineté, il fallait choisir. On a choisi trois leviers qui me semblent essentiels. Donc, la maîtrise de la chaîne de valeur, l'innovation technologique et puis la contribution à territoire, sur lequel on va animer le débat. On va profiter des témoignages de chacun d'entre vous, ce que vous réussissez à faire, ce qui est plus compliqué, là où les curseurs et les différents angles sont moins faciles à concilier. Et puis surtout, pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, il y a un petit chat, envoyez vos questions, je vous jure que je maîtrise le temps. Je maîtrise le temps, je vais essayer pour garder un quart d'heure en fin de séquence sur les questions-réponses. On y va ? Donc, premier thème, sur le sujet de la maîtrise de la chaîne de valeur. Donc, on voit bien, hein, souvent, désormais, on dit la compétitivité des entreprises, elle se déplace sur la question de la compétitivité de leur chaîne de valeur. Donc, chaîne de valeur, c'est tout le sujet du sourcing, de la sécurisation des matières premières, de potentiellement la collecte des matières recyclées. C'est tout le sujet de la capacité à maintenir, voire développer des outils industriels en France, bien évidemment digitalisé, vert, avec des bonnes énergies, pour être capable de produire. Et puis c'est toute la question aussi de la sécurisation des partenaires, qu'ils soient fournisseurs ou distributeurs ou sous-traitants. Avec l'évolution, on voit bien de plus en plus de partenariats plus long terme, des JV, des réachats, des intégrations, voilà, toute la structuration de cette chaîne. Peut-être, si je démarre, je trouve que sur cette question, c'est intéressant de démarrer par le sujet économique, Denis. En fait, vous, votre vision, on voit bien que ça reste compliqué de jouer la compétitivité européenne par rapport au reste du monde. Tout à fait, de jouer cette compétitivité, effectivement, qui est toujours un concept qui est multiforme. Il y a cette compétitivité au regard des achats, il y a la compétitivité dans sa dimension très opérationnelle initialement, qui était cette compétitivité coût. Mais justement, au regard de votre thème de la souveraineté, c'est intéressant de voir comment le concept de compétitivité s'est déplacé. Parce que
soudainement est réapparue cette question. Le mot souveraineté, je pense que si vous aviez porté ce projet de webinaire il y a 5 ans, peut-être que ce thème ne serait pas venu dans le débat. En fait, ce qui s'est passé depuis la pandémie, c'est que ce que l'on croyait immanent, à savoir l'accès à la ressource, qui était toujours possible, eh bien cette possibilité-là s'est un peu dérobée. C'est ce que l'on a vu, c'est une des principales leçons de la pandémie, c'est toute l'augmentation des chaînes d'approvisionnement, c'est l'allongement des délais de livraison, parce qu'on a mis l'économie dans une tension où on a arrêté l'économie, où la capacité d'offre n'a plus été au rendez-vous. Et quand on a fait redémarrer l'économie, on l'a fait redémarrer à un niveau d'activité tel, parce que on a mis une impulsion extrêmement forte, c'est tous les plans budgétaires qui ont été mis en place au sortir de la pandémie, que la capacité d'offre ne s'est pas rétablie alors que la demande, elle a brutalement accéléré. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Il s'est passé l'inflation. Mais l'inflation n'est pas autre chose que l'expression de la difficulté à pouvoir assurer un sourcing régulier. Et c'est là que sont venus les problèmes d'approvisionnement. Et c'est là que justement est entrée petit à petit l'idée qu'il faut assurer cette maîtrise de ces chaînes de valeur et il faut l'assurer d'autant plus que, en même temps qu'il y a le mot souveraineté a une connotation qui est celle de la puissance. Et derrière la puissance, il y a le mot que vous avez utilisé, il y a le mot conflit. En même temps qu'il y a eu un problème sur les approvisionnements d'un point de vue économique parce qu'on a fondamentalement déséquilibré l'économie mondiale dans sa capacité d'offre et dans son niveau de demande, il y a aussi l'expression de cette conflictualité accrue dans le monde économique avec, disons les mots, les situations en un mot, c'est cette course à l'hégémonie industrielle que l'on a désormais entre la Chine d'une part et les États-Unis d'autre part. Et l'Europe qui se trouve un peu au milieu et qui se trouve en réalité attaquée par 2 autres dimensions de la souveraineté et qui vont renvoyer à ce thème de la compétitivité, c'est que la zone euro, désormais l'Europe d'une manière générale, elle se trouve entre ces 2 mâchoires d'un étau, qui est la mâchoire chinoise, qui est celle d'une compétitivité par les prix. C'est-à-dire qu'on sait depuis 2021, grosso modo, les prix de production, les prix en sortie d'usine en zone euro, ils ont augmenté de 25%. Parce qu'on a un problème d'approvisionnement énergétique, en premier lieu. On a eu cette accélération extrêmement soudaine des prix de production, quand dans le même temps, vous avez la Chine qui a vu ses prix de production n'augmenter que de 5%. 20 points d'écart d'évolution de prix, c'est un choc qui est extrêmement soudain, face auquel il est très difficile de s'adapter. Ça, c'est la mâchoire chinoise. La deuxième mâchoire, elle est américaine. C'est une mâchoire qui, elle, passe non pas par l'aspect prix, mais par l'aspect attractivité de l'investissement sur son territoire. C'est le CHIPS Act. C'est l'Inflation Reduction Act, attirer les investissements sur mon territoire pour maîtriser mon destin industriel. Et c'est là où justement on retrouve bien la question de la dépendance. Chine et États-Unis ont perçu la capacité à produire comme un outil de l'expression de la puissance. C'est quelque chose que l'on ne conçoit peut-être pas aussi fermement dans le cas de l'Europe. Et ça nous rappelle que d'une certaine manière, l'économie est toujours à un moment ou à un autre politique. Peut-être, Jean-Philippe, pour donner quelques exemples, parce que le groupe Avril, nativement, c'est déjà une chaîne de valeur en tant que telle. Pour autant, je crois savoir que vous continuez sans cesse à travailler cette chaîne de valeur, en fait. Oui, alors merci pour la présentation d'Avril. Et en fait, ce que vous disiez sur ce qui existe après Covid, en fait, dans notre groupe, on l'a vécu dès la création du groupe, c'est-à-dire il y a 41 ans. Pour faire très court, en 1973, très gros problème de production aux États-Unis qui bloque les exportations de protéines sur l'Europe. Et là, il y a une prise de conscience en disant, mais bon sang, on est en train, nous, d'importer plus de 90% de nos protéines. Et donc, le monde agricole se demande comment il va faire pour subvenir aux besoins de la population européenne et française en particulier. D'où la création du groupe qui était de dire, il y avait plein de terrains. À l'époque, c'était la jachère, donc il ne servait à rien. Et donc, il faut qu'on produise de la protéine en France et en Europe. Donc, c'est ça la création du groupe. On se prend en main pour finalement diminuer la dépendance à l'importation de protéines. Ça n'a plutôt pas trop mal marché, puisque finalement, de 90% de dépendance, aujourd'hui, la France ne dépend que de 40%, et l'Europe de 60%. Donc c'est ça la création du groupe initial. Le monde agricole qui est toujours la base de nos propriétaires, qui se met ensemble collectivement pour décider de développer cette chaîne de valeur
parce qu'on avait un besoin. C'était l'urgence, c'était la mâchoire américaine, mais il y a 40 ans, elle était déjà active. Et cette création du groupe, finalement, elle a fait un petit peu boule de neige. Et on a, alors je donnerai peut-être 3 exemples, mais très rapides, puisqu'on continue à développer effectivement le groupe. Alors la protéine, on le fait, mais quand même dans notre ADN, on est là pour faire en sorte que le monde agricole français puisse se développer, qu'on crée de la valeur, de la chaîne de valeur. Et ce faisant, on diminue la dépendance à l'importation. Un premier exemple, la volaille. Je trouve que quand même on importe plus de 50% de notre volaille en France. Donc on a consolidé un acteur français, puisqu'on est aussi investisseur. On était dans la volaille, on l'a consolidé. Et l'idée, c'était de reprendre des parts de marché. Ça n'a pas marché. Simplement, on est toujours à 45% d'importation. On a augmenté la production en France, mais pas plus, je dirais, que la production. Donc on est toujours à 45%. Donc ça marche des fois, ça ne marche pas toujours. Pourquoi? On pourra y revenir, mais parce qu'il y a des importations, du dumping. On pourrait parler de l'Amérique du Sud, mais en fait c'est très européen. Donc ça vient de l'Est, ça vient d'Ukraine maintenant, et donc ça vient complètement perturber le marché français. Deuxième exemple, pourtant on a le leader européen de la volaille en France. Deuxième exemple, c'est la filière riz. On a acheté il y a 2 ans une société qui s'appelle Vivien Paille, qui il se trouve être le leader français des légumineuses, mais aussi du riz français. Voilà, on fait 250 000 tonnes de riz, et avec une usine en Camargue. Pourquoi on a fait ça? Outre les légumes secs, c'est simplement qu'il faut redynamiser le riz en Camargue. On ne sera jamais autonome en riz. Voilà, le riz de la Camargue, c'est 20 000 tonnes an quand tout allait bien, et aujourd'hui, c'est plutôt 10 000 tonnes an. Donc, simplement, il faut faire en sorte que les agriculteurs en Camargue puissent avoir les mêmes conditions que d'autres, les mêmes supports que d'autres, pour relancer la culture du riz. Aujourd'hui, la subvention, elle est en Italie, elle est dans d'autres pays, et aujourd'hui, il n'y a pas des produits qui permettent de traiter le riz correctement en France, et donc la production est en train de baisser, ce qui fait que les eaux dans le delta du Rhône deviennent salines, et il y a un vrai sujet de biodiversité. Et j'en finirai sur le 3e exemple, qui est le plus récent, donc c'était au mois de juillet, où finalement on a décidé de reprendre une unité de production d'acides aminés par fermentation, Eurolysine, ex-Metex. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est la dernière usine en France et en Europe qui fabrique des acides aminés. Tout le reste est fabriqué 90% en Chine, 5 à 10% en Corée du Nord. Si on n'avait plus cette usine en France et en Europe, c'est des acides aminés pour la nutrition animale, on n'aurait que nos yeux pour pleurer, avec une augmentation de prix chinois énorme. Donc on s'est remonté les manches et on a dit on ne peut pas, pour la chaîne de valeur française, pour la nutrition animale française et européenne, laisser tomber cet outil. Donc on est en train de le reprendre et on va le faire fonctionner. Voilà 3 petits exemples. Denis, je vous vois réagir. Oui, et après, on passe la parole à Mathieu. Effectivement, la formation du groupe Avril, avec l'exemple que vous avez donné en 1973, en fait, dit bien justement qu'on retrouve aujourd'hui, pour les mêmes motifs, cette exigence de la souveraineté. Pourquoi? Parce que on est dans un monde qui est en train de se rétrécir. Le monde se réduit. Vous avez une progression des échanges mondiaux qui est plus faible actuellement que l'évolution de l'activité mondiale. Cela tient en particulier à la formation de barrières aux échanges de plus en plus importantes, mais ces barrières à l'échange, ce n'est pas des droits à l'importation uniquement. Oui, il y a des droits de douane de plus en plus importants qui sont relevés, mais ce que l'on voit fleurir désormais, ce sont des restrictions d'exportation de la part d'un nombre croissant de pays à l'échelle mondiale. Et donc, la volonté de maîtriser sa ressource, qui est rare, de la garder sur son territoire pour pouvoir produire, est quelque chose qu'on voit fleurir en Chine, en Inde, aux États-Unis, dans plusieurs pays. Et c'est là que cela renvoie encore un petit peu plus l'exigence de souveraineté, de pouvoir maîtriser ses propres canaux d'approvisionnement, alors même que certains pays sont en train justement de les restreindre. On passe peut-être, Mathieu, si vous nous entendez bien, hein, j'espère. Toujours. Je vous suis. Super. Mathieu, pour vous, côté acier, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a un enjeu de sécurisation, vous-même, de vos appros, que ça soit minerai de fer, ferraille? Est-ce que la question de l'énergie, forcément, vous a impacté? Qu'est-ce qui vient perturber vos chaînes de valeur? Bon, alors nous, la première chose qu'il faut dire, c'est que nous, la mâchoire, telle qu'elle a été décrite par Denis tout à l'heure, on la sent bien, d'accord? Donc la mâchoire entre la compétitivité des États-Unis et le pouvoir productif de la Chine, c'est quelque chose qu'on vit
tous les jours et qui est pour entre guillemets, un petit producteur, hein, en Europe, petit à l'échelle du monde, c'est quelque chose de compliqué. Alors, globalement, quand je regarde les principales ressources, le minerai de fer ou le charbon, c'est pas un gros problème, d'accord. Donc ça, c'est pour nous pas un très grand sujet, parce que ça peut venir de plein de sources différentes, de plein de pays différents, ça voyage assez librement, c'est une commodité, c'est vraiment relativement simple. Ça commence à se compliquer avec l'acier recyclé, la ferraille, vulgairement, dans le sens où aujourd'hui, aucune des chaînes de valeur européennes n'est organisée pour retraiter notre ferraille. L'Europe exporte 20 millions de tonnes de ferraille par an vers d'autres pays en dehors de l'Union européenne qui s'occupent de le retraiter, de le nettoyer et de le revendre. Donc une manière de récupérer de la souveraineté, là, c'est déjà de décréter le fait qu'il faut qu'on garde notre ferraille. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est fondamental si on veut être capable de remettre la main sur une des dernières matières premières qui est encore présent en Europe. Ensuite, vous avez évidemment le sujet de l'énergie. Bon, nous, on est électro-intensif. Je veux dire, on est parmi les plus gros consommateurs d'énergie électrique sur le territoire français. Il est évident que la compétitivité énergie, c'est fondamental pour l'Europe. En France, on a la chance de pouvoir bénéficier du nucléaire en particulier, avec l'ARENH pour les électro-intensifs jusqu'à présent, et puis pour la suite avec la possibilité de contractualiser directement avec EDF, ce que vous avez peut-être vu qu'on a fait la fin d'année dernière. Donc ça, c'est des choses qui pour la France nous aident, mais qui à l'échelle de l'Europe ne sont pas réglées. Et quand on parlait de compétitivité vis-à-vis des États-Unis tout à l'heure, c'est un sujet fondamental. Et il faut pas oublier, hein, les électro-intensifs, la sidérurgie en est un. On s'est toujours mis là où on avait l'énergie. Avant, c'était là où on mettait le charbon. C'est pour ça que la sidérurgie européenne s'est principalement développée sur le charbon. Aujourd'hui, quand on doit décarboner, on doit électrifier. Et donc se pose la question de où est-ce qu'on doit se mettre pour électrifier et où est le meilleur endroit dans le monde pour le faire. Donc ça, c'est une composante fondamentale de notre stratégie pour le futur. Et puis il y a un dernier point qui me semble très important en termes de ressources. Alors, je ne sais pas si on doit la considérer comme une ressource au sens de la ferraille ou du minerai de fer. C'est les capitaux. Mais il faut comprendre que nous, on est dans un métier extrêmement intensif en capital. Les usines qu'on gère coûtent des milliards d'euros en valeur de remplacement. Pour décarboner, il faut les financer. Et pour se financer, il faut être attractif du point de vue de la compétitivité et de la profitabilité. Et c'est compliqué aujourd'hui dans un monde où, ça a été très bien dit par Denis tout à l'heure, l'Europe industriellement, c'est pas le plus facile, que ce soit du point de vue du marché, du point de vue des niveaux d'importation et donc des niveaux de prix, etc., etc. Et ce qui fait qu'au final, je veux dire, être électro-intensif en Europe aujourd'hui ou énergo-intensif en Europe aujourd'hui, ça a une grosse pression sur la compétitivité et donc ça nous rend, entre guillemets, plus difficile à financer. Et donc pour moi, la question de la ressource en capital et de la capacité à financer toute la transformation qu'on a devant nous, c'est aussi, à mon sens, partie de la chaîne de valeur du système. Le financement des capitaux. Oui, c'est le financement et peut-être aussi sur l'énergie, pour bien avoir, pour donner des ordres de grandeur sur ce qui s'est passé en très peu de temps. Parce que là encore, ce qui est très important, c'est la soudaineté du choc que l'on a subi, avec un choc qui nous est spécifique. Quand on pense choc de prix de l'énergie, on a tous en tête les chocs de prix du pétrole. Sauf que le prix du pétrole, c'est un prix qui est mondial. Là, le choc de prix sur l'énergie, il s'est fait à partir du prix du gaz. Le prix du gaz, c'est un prix qui est régional. C'est un prix qui se fait selon des plaques. Et les plaques, elles ne sont pas approvisionnées de la même manière. On avait un écart de prix du gaz entre les États-Unis et l'Europe, grosso modo, qui était un rapport de 1 à 2 dans les années 2018-2019. On est passé dans un rapport de 1 à 5. Donc forcément, soudainement, vous perdez, quand vous êtes un électro-intensif, donc électricité produite notamment à partir du gaz, parce que c'est ça qui fait le prix final du gaz, le prix marginal, quand vous êtes un électro-intensif, énergo-intensif, forcément, d'un seul coup, vous perdez en capacité compétitive extrêmement forte. Ça, c'est sûr que Mathieu... On est tout à fait d'accord. Parce que la sidérurgie est certainement un des secteurs qui est le plus énergivore, sans aucun doute. Même si on peut s'extasier devant des fours, qui reste un beau procédé. Peut-être si on passe... Oui, Mathieu ? Non, on s'extasie devant nos fours, mais nos fours sont très énergo-intensifs.
Peut-être deuxième sujet pour avancer sur le timing. Maîtriser cette chaîne de valeur, c'est déjà un enjeu. Après, quelque part, il faut préparer le futur. Donc c'est pour ça que j'avais envie qu'on passe un peu de temps sur le sujet de l'innovation technologique. Je trouve, ne serait-ce que l'exemple du Doliprane qui a beaucoup fait discuter en fait récemment dans la presse. Le débat, c'est bien où sont nos investissements de R&D. Et dans la santé, il y en a beaucoup qui sont là aussi aux US. Donc je ne sais pas si vous allez nous dire qu'il y a une mâchoire américaine-chinoise sur la question de l'innovation. Peut-être aussi un peu. Hein. Mais je voulais vous réentendre un peu tous sur cette question de l'innovation technologique, à la fois les moyens qu'on arrive à mettre en France, en Europe, les talents et les savoir-faire qu'on peut préserver, voire au contraire développer. Et puis la question de comment est-ce qu'on se protège aussi, hein, la question des brevets. Voilà. On démarre par vous, Jean-Philippe, parce que il y a beaucoup d'innovations dans le groupe Avril. Sur l'innovation, d'abord, il y a peut-être un point qu'il faut que j'évoque dans notre modèle. On a un modèle qui est unique au monde, puisque finalement les capitaux ont été amenés par nos agriculteurs pendant une petite vingtaine d'années. Et ce qui est unique au monde, c'est qu'ils ne demandent pas de dividendes. On n'est pas une coopérative, on est une société commandite par action, donc il n'y a pas de dividendes, ce qui veut dire que tout ce qu'on gagne, on le réinvestit. Donc ça nous donne quand même une puissance de feu assez intéressante. Et donc on a été, c'est notre ADN, toujours dans l'innovation. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Notre création, c'était faire de la protéine parce qu'on en manquait. Faire la protéine, tout le monde a vu au mois d'avril, si vous saurez la France, c'est tout jaune. C'est un peu pour ça qu'on s'appelle Avril. Parce qu'il y a du colza, et le colza, c'est une superbe plante pour faire la protéine. Vous faites aussi de l'huile. Et donc, qu'est-ce que vous faites de l'huile ? À l'époque, il y avait largement de quoi nourrir l'ensemble de la population française en huile de table. Et donc, il fallait trouver quelque chose pour utiliser l'huile. On en a fait de l'énergie. L'huile, l'énergie... Voilà, l'usine de Dieppe, historiquement, utilisait l'huile d'arachide et ça servait pour éclairer Paris. Donc ça était toujours lié, il y a eu toujours une liaison entre l'huile et l'énergie. Donc on a inventé le biodiesel. Donc c'est nous qui avions inventé le biodiesel à partir des oléagineux. Voilà, donc ça c'est notre ADN. La deuxième vague, je le dirais, il y en a plein, mais la deuxième grande vague chez nous dans l'innovation, c'était qu'une fois qu'on a commencé à faire du biodiesel, quelque part, on a mis le doigt dans la chimie organique, et on s'est dit, on pourrait peut-être faire quand même quelque chose sur la chimie des corps gras. Et l'histoire montre qu'on est capable de faire pratiquement l'équivalent de tous les produits qui sont faits à partir du pétrole, mais à partir des corps gras. Ça peut être l'huile, ça peut être le suif, peu importe, quel que soit le corps gras. On a commencé petit, je parle de ça il y a plus de 20 ans, petite vingtaine d'années. On en est le leader européen, avec un pied en Malaisie, un pied aux États-Unis, même bien depuis quelques semaines un pied au Brésil. Parce que là aussi, je ne réouvre pas le sujet de l'énergie et des coûts, mais si on va avoir un business mondial, il vaut mieux ne pas être que français et européen. Voilà. Donc ça, je ferme la parenthèse, mais je souscris parfaitement à tout ce que vous avez dit. Et on prépare le futur. Donc on réinvestit. Et vous l'avez compris, nous, notre chaîne de valeur, puisqu'on ne donne pas de dividendes dans notre monde agricole, il faut qu'on crée de la valeur sur cette chaîne-là, au monde agricole, indirectement par la valorisation des produits finis. Et il faut qu'on trouve de nouveaux produits. Donc le diesel, les huiles en bouteille, mais c'est pas ça qui gagne le plus, l'oléochimie. Et donc on a aujourd'hui deux innovations qui ne sont pas encore, enfin qui sont dans des tests. Si j'en parle, c'est que quand même c'est breveté, donc j'ai pas de souci. Et c'est vraiment un test très avancé. Donc à partir de la protéine, on va remplacer demain toutes les cols des panneaux à bois. Qui sont cancérigènes. Et donc, on peut faire des cols de panneaux à bois à partir de protéines. Donc, ça va être un business quand même assez intéressant. Et la deuxième chose qu'on regarde, là, je parle des 5 à 10 prochaines années, c'est les fluides de refroidissement pour ordinateur. Donc, refroidir, on le sait, il y a de plus en plus d'ordinateurs, de plus en plus de calories à récupérer. L'air, c'est quand même pas un caloporteur absolument génial. Et donc, si vous mettez ça dans un liquide, c'est d'ailleurs très impressionnant de voir un ordinateur. On a l'impression que c'est de l'eau. Bon, c'est des esters, mais on voit toutes les lumières, tous les connecteurs qui sont dans un liquide transparent. C'est assez impressionnant. Mais après, on peut récupérer les calories de ce liquide. Et on a déjà des ordinateurs qui tournent depuis 2 ou 3 ans. Plutôt les gros, hein, je vous rassure. C'est pas votre portable qui demain va avoir un refroidissement liquide, ni votre téléphone. Mais pour les grosses puissances de calcul, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc voilà, donc nous on réinvestit tout ce qu'on gagne et évidemment notre ADN c'est de créer cette valeur le plus possible dans la chaîne de manière à ce que, in fine, notre agriculteur qui va faire une petite graine de colza, de tournesol, de pois, de fèves, puisse avoir une meilleure valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne.
Donc, maximiser la valorisation de la matière Absolument. première. Pour vous, Mathieu, côté... Nous, il y a plusieurs choses à dire sur cette partie innovation. Donc, la première chose, c'est que pour le coup, on a une grande chance dans mon activité, mais traditionnellement d'ailleurs en sidérurgie, c'est que beaucoup d'innovation est partie d'Europe. Donc, si vous prenez ArcelorMittal, on a, je pense, entre 50 et 60% de nos activités de recherche et développement qui sont mondialement, mais qui sont basées en France. On a 3 grands labos en France qui sont à la fois spécialisés dans le produit et dans le process. Et on a une culture produit qui est quand même très forte. Donc, on parlait de nos outils. Souvent, on nous qualifie par rapport à nos outils, mais à la base, ce qu'on vend, c'est un produit. D'accord ? C'est une valeur d'usage d'un produit. C'est une tôle, qu'elle soit emboutissable pour faire une voiture, une machine à laver, une boîte de boisson ou quelque chose pour la construction. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'innover dans le produit, ça fait vraiment partie de ce qu'on sait faire. On continue de le faire. On continue d'y investir beaucoup de ressources et beaucoup de temps, et on a accès en Europe à des gens qui sont formés, qu'ils soient doctorants, ingénieurs, etc., et qui nous permettent de continuer à avancer là-dessus. Donc la partie produit, j'allais dire, on continue et on brevette, on continue de breveter régulièrement sur tout un type de produits sur lesquels on est leader mondial. Là où je pense que la prochaine génération va se faire en termes d'innovation, c'est dans la réinvention du process. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le procédé ou les process sidérurgiques aujourd'hui, c'est tout un écosystème. C'est un écosystème dans le sens où les gaz sont systématiquement recyclés, systématiquement réutilisés, transformés en énergie ou utilisés dans le process. Tout a été totalement optimisé depuis 200 ans et on est passé du pas fourneau au fourneau, pour faire simple. Ce qu'on est en train de voir, c'est que tout ça va changer de manière complète, parce que le procédé de fabrication va changer, mais donc l'écosystème va changer. Et en particulier, ce qu'on commence à voir, c'est tout l'intérêt de se rapprocher, je vais vous donner un exemple, se rapprocher de la chimie. Comme on est un gros émetteur de CO2, que le but c'est soit de ne plus l'émettre, ou au moins si on l'émet, de le séquestrer, de le transformer, il y a un monde qui s'ouvre sur ce qu'on peut faire avec le coproduit CO2. Le meilleur exemple, c'est, on a parlé d'éthanol tout à l'heure pour les véhicules, le meilleur exemple, c'est notre démonstrateur en Belgique qui transforme le gaz sidérurgique en éthanol vert. Le principe étant qu'après, on peut l'utiliser comme carburant, comme SAF, comme ce qu'on veut. Ou même comme base, comme molécule de base pour la chimie. Et comme vous avez souvent dans les zones industrielles, pas loin d'un sidérurgiste, un chimiste, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Et là, il y a beaucoup d'innovation à faire, il y a beaucoup de développement à travailler, il y a beaucoup d'idées à développer. Donc, et ça passe par une réinvention c'est pas tout à fait des chaînes de valeur, mais une réinvention des synergies entre les industries. Et ça, c'est passionnant à regarder pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et c'est clé dans la décarbonation. C'est-à-dire que si on veut arriver au net zéro, il va falloir qu'on étudie ces trucs-là jusqu'au bout. Parce que il suffira pas de se dire on va les mettre au fond de la mer du Nord, qui est aussi peut-être une solution. Mais il y a plein d'idées pour réutiliser le carbone avant de le mettre au fond d'un puits. Donc quelque part, il y a un parallèle entre vos deux discours sur la fertilisation et le déplacement en intégrant finalement la maximisation de l'utilisation de vos ressources. Absolument. C'est le même glissement que vous faites par l'innovation. Denis, qu'est-ce qu'on voit peut-être sur le rapport d'innovation entre l'Europe et les US, je ne sais pas si vous avez, et la Chine. Mais justement, peut-être avant de parler de l'Europe, de la Chine et des États-Unis comparés sur l'aspect innovation, justement, le mot que vous avez utilisé est très intéressant, c'est le mot déplacement, et c'est vos deux exemples que vous évoquez, qui est, quand on le prend à l'échelle macroéconomique, ce qui fait la croissance d'une économie d'une manière générale, ce sont les gains de productivité. Et les gains de productivité, soit vous les faites à l'intérieur d'un secteur d'activité, soit parce que vous avez la formation de nouveaux secteurs, parce que vous vous appuyez sur vos ressources, sur les compétences que vous avez déployées, et vous pouvez les déplacer parce que vous voyez des terrains d'application nouveaux, parce que vous savez que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos atouts. Et quand on regarde ce qui fait la croissance américaine en particulier, ce sont des gains de productivité qui sont très importants. Actuellement, il y a tout le débat autour du rapport de Mario Draghi sur le décrochage de l'Europe vis-à-vis des États-Unis.
États-Unis. Le décrochage vient notamment de gains de productivité qui sont plus faibles. Mais quand on regarde les gains de productivité dans l'industrie en manière générale, ils sont identiques entre la zone euro et les États-Unis depuis 20 ans. Ce qui fait l'écart de gains de productivité entre zone euro et États-Unis, c'est le fait que ce sont les créateurs, 80% des gains de productivité aux États-Unis se font dans les nouveaux secteurs qui se créent. Ce sont les secteurs de la tech en particulier. C'est là que se fait le différentiel de productivité. Ce n'est pas à l'intérieur des secteurs, c'est par la recomposition sectorielle de l'économie. C'est aussi dans le secteur de l'énergie. Ils ont fait des choix dans l'énergie que nous n'avons pas fait en Europe. Et le point que vous évoquiez tout à l'heure sur l'importance de... Enfin, on développe de l'acier là où il y a de l'énergie. Si on se prive de l'exploitation de l'énergie, forcément, ça devient plus compliqué. Ça, on est bien d'accord. Mais si je peux me permettre, il y a un point qui est très important de ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas faire de complexe en France. C'est qu'en termes d'innovation, on est très bon. Je parle de l'agro, de l'agri, et on a quelque chose qui nous aide énormément, c'est tout ce qui est impôt, le CIR, tout ce qui est crédit d'impôt recherche. Ça, c'est quelque chose qui est en France, alors c'est pas forcément européen, et c'est quelque chose qui attire finalement la recherche. Pourquoi il y a autant de recherche en France ? Parce qu'il y a aussi le CIR. Donc, en termes, je dirais, d'innovation, et alors j'ai aussi d'autres de fonctions de responsable de fonds d'investissement et notamment de VC, et on voit la France est le deuxième pays au monde qui est le plus créatif en termes de start-up dans l'agro et de l'agri. Après, c'est un autre sujet que de passer dans le développement, de trouver des fonds, et malheureusement, ça part un petit peu à l'étranger. Mais on a ici, en France, puisqu'on parle d'innovation, une des meilleures innovations mondiales. Je parle de l'agro et de l'agri, mais j'étais dans d'autres métiers. C'est aussi le cas dans plein d'autres métiers. Sur le CIR, pour compléter, pour donner là encore des ordres de grandeur, mettons qu'on paye un chercheur à 100 en France. S'il n'y a pas le CIR, l'équivalent en Allemagne, il est payé 92. Aux Pays-Bas, il est payé 84. Parce qu'il y a le CIR, le coût d'un chercheur passe à 72. Donc il n'y aurait pas le CIR, il y aurait un désavantage de compétitivité sur l'emploi d'un chercheur. Ce sont les ordres de grandeur que l'on peut fournir. Plus largement sur l'innovation et les dépenses de R&D. Attention, on décroche. En fait, 2000, agenda de Lisbonne à l'échelle européenne, UKID, UKIDA, on y va, vous allez voir, on va faire de l'économie européenne l'économie la plus compétitive au monde. C'était le thème de l'agenda de Lisbonne. Objectif, porter à 3% du PIB les dépenses de R&D. À ce moment-là, en France, on était à 2,2. 20 ans, 25 ans plus tard, on n'est pas devenu l'économie la plus compétitive du monde, mais en revanche, on est resté à 2,2 de dépenses de R&D rapportées au PIB. On n'a pas progressé dans notre effort. Ce qui est vrai de la France l'est également d'une manière générale de la zone euro. En revanche, les États-Unis sont passés, là, dans les 5 dernières années, de 3 à 3,5 de dépenses de R&D, avec notamment la dépense en défense. La Chine nous a dépassés en termes de dépenses de R&D, ils sont à 2,4% désormais en rapport au PIB, et ils sont en train de nous dépasser dans les indicateurs de résultats de l'innovation. C'est pas tout de regarder les moyens, encore faut-il regarder les résultats. Quand vous regardez les déposes de brevets, la Chine est en train de nous rattraper. Quand vous regardez les citations dans les journaux scientifiques, la Chine est en train de nous dépasser. Il n'y a pas encore de prix Nobel chinois, mais ça parce que je pense que les prix Nobel sont aussi de l'ordre de la géopolitique. Et il y a une forme d'arrangement. Donc il y a quand même un vrai sujet qui se pose. Alors, est-ce qu'on se couvre de cendres ? Non. On doit simplement prendre conscience que désormais, le développement de l'innovation se fait aussi ailleurs. Et se fait en particulier en Chine. Il faut, notamment dans notre rapport avec la Chine, il me semble, changer complètement notre manière d'appréhender ces rapports. Et à mon avis, il faut faire aux Chinois exactement la même chose que ce qu'ils nous ont fait pendant 30 ans. À savoir que pendant 30 ans, ils disaient aux Européens, venez, on a un marché qui est extrêmement profond, venez en profiter, mais vous venez avec une JV, une joint venture à 51% chinoise, et avec du transfert de techno. Il faut faire exactement la même chose. Maintenant, vis-à-vis de la Chine, ils ont énormément besoin du marché européen. On ne se rend pas compte de la force que l'on a, la force de la profondeur de notre marché. Ils ont besoin du marché européen parce que leur marché interne est en capilotade, avec la crise immobilière qui est extrêmement profonde. Le marché américain se ferme pour les Chinois. Le marché européen est clé. Donc, OK, venez en Europe, mais à nos conditions, 51 en JV et le transfert de techno, c'est de la Chine vers l'Europe qui doit se faire. Et ça, il faut qu'on quitte aussi notre posture assez arrogante, spontanée que l'on peut avoir en tant qu'Européen. Mathieu, je vous voyais hocher de la tête. Vous voulez rebondir ? Non, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il disait sur l'innovation en Chine.
Très honnêtement, quand vous regardez chez nous, le nombre de brevets qui ont été déposés, alors on va dire par l'Asie au sens large, les Japonais étaient historiquement très bons, les Chinois sont en train de devenir très très bons, de même que les Coréens. Et donc aujourd'hui, c'est un gros sujet de discussion et de débat chez ArcelorMittal. Où il faut qu'on continue de travailler avec notre R&D pour se maintenir au niveau en termes de dépôt de brevets vis-à-vis de ce qu'on voit arriver d'Asie. Et là où ils sont, et je dois dire, c'est non seulement l'innovation, mais c'est aussi la capacité d'amener l'innovation sur le marché. Ils sont beaucoup plus rapides. Je veux dire, c'est la même discussion que vous pouvez avoir sur la voiture électrique entre, on va dire, les constructeurs européens historiques et des BYD. On le voit aussi dans notre métier. Donc c'est non seulement l'innovation, mais la capacité d'amener le produit. Ça, ils font une vraie différence et il faut qu'on s'y remette. Dernier thème que je vous proposais d'aborder, c'est le thème des territoires en fait, parce que pas de souveraineté européenne sans des territoires forts, locaux et en pleine vitalité, maintien de l'emploi, coopération que vous pouvez avoir entre entreprises sur vos territoires, aussi regard que les résidents peuvent avoir par rapport aux usines. On voit bien, il y a encore eu récemment toute l'étude de l'usine nouvelle qui montre qu'il y a un certain désamour. À la fois, on la veut, la réindustrialisation de la France, et à la fois, il y a un certain désamour des Français pour les usines qui sont dans leur région. Peut-être démarrons par vous, Mathieu. Parce que les fours et les hauts fourneaux, ça ne se déplace pas, vu l'investissement, vu les capex que vous avez. Donc, comment on fait pour impliquer... pour impliquer les équipes sur le territoire. On ne peut pas déplacer nos usines comme ça. Alors, je crois que pour moi, enfin, je veux dire, depuis de nombreuses années, et je l'ai vécu quand j'étais basé ailleurs qu'en France, il y a encore pas très longtemps en Italie, la capacité d'être transparent vis-à-vis des riverains, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur expliquer quand il y a des nuisances, pourquoi elles sont là, et tout ce qu'on fait pour leur éviter, c'est absolument fondamental. Et je pense qu'il y a eu une époque où, sur le motif qu'on est des gros employeurs, etc., on pensait qu'on pouvait se permettre un certain nombre de choses. Cette époque-là, elle est terminée. On a une responsabilité environnementale et sociétale qui est très claire et sur lequel on doit énormément de transparence à tous ceux qui sont dans notre écosystème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer les riverains, rencontrer tout le monde, parler, ouvrir l'usine. J'ai beaucoup insisté depuis 3 ans que je suis là, qu'on puisse faire des visites, que les gens puissent voir, comprennent ce qu'on fait, comprennent des fois ça marche, des fois ça marche pas, pourquoi ça marche pas, et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche mieux la prochaine fois. Et c'est une discussion dans tous les maires, les préfets, les responsables politiques autour de nos villes qu'on a régulièrement. Et à chaque fois, je leur dis, mais continuez, entre guillemets, de nous pousser, continuez de nous rappeler à l'ordre, parce que on ne doit jamais prendre cette situation pour acquise. Donc ça, c'est, à mon sens, absolument clé dans l'acceptation. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est qu'on a une responsabilité sociétale. Je veux dire, on est les électro-intensifs, enfin, je veux dire, les grosses entreprises, on a quand même un impact socio-économique qui est colossal, par l'emploi, par les charges sociales, par les impôts, par tout un tas de choses. Donc ça nous engage aussi, c'est-à-dire que quelque part on sait que si la société peut fonctionner, c'est aussi parce que on a une activité industrielle, et donc c'est bien de le rappeler à la fois en interne et en externe. Jean-Philippe, vous, le territoire, c'est à la fois le territoire du monde agricole et le territoire de vos sites industriels. Comment vous l'investissez, cette question de la... Alors, je partage à 100% ce que dit Mathieu. J'avais l'impression de m'entendre parler à mes directeurs d'usine. En fait, on a plus de 60, pratiquement 60 usines sur le sol français. On a 80, 85 dans le monde entier, mais 60 sur le territoire français. Donc, on est très implanté. Et je crois qu'on pourra y revenir, mais il y a un désamour de l'industrie, je dirais, chez le citoyen, et je dirais on est en partie responsable. Voilà. Donc, non pas parce qu'on a pollué ou etc., mais simplement parce qu'on n'a pas fait exactement ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire le travail d'éducation, le travail d'ouverture de nos îles, le travail de transparence au sein du collectif environnant nos outils. Donc on est en train de le faire. Il a fallu se battre avec nos directeurs d'usine, mais ça y est, c'est en train de se faire de manière régulière. Et
à 100%, ça marche à 100%. Les gens viennent visiter nos usines et ils ressortent de là en disant « Waouh, j'imaginais pas la technicité, etc., etc. » Donc, il faut qu'on le fasse parce qu'il y en a besoin aussi d'attirer nos talents dans l'industrie et c'est pas toujours très facile. Donc, notre objectif, effectivement, c'est de continuer parce qu'on a des usines qui nécessitent d'être effectivement un petit peu partout en France. Et on a un engagement sociétal. Donc, notre raison d'être, c'est servir la terre. Et parmi nos engagements, c'était effectivement alors pas uniquement en France, c'est en France, mais aussi partout où nous sommes, de développer les filières locales. Nous, notre actionnariat, c'est le monde agricole. Voilà, quand on est dans un pays, je vais citer par exemple le Maroc. Le Maroc importe toutes ses huiles. Il n'y a aucune raison que le Maroc ne puisse pas produire une partie de ses besoins localement. Je ne parle pas de l'huile d'olive, je parle de tous les autres. Et donc, on s'est engagé auprès de l'État de développer les filières locales. Et c'est ça, notre responsabilité sociétale, et aller vers plus de durabilité dans le monde agricole. Donc, on parlait effectivement de nos outils, mais nous, on a une responsabilité vis-à-vis de l'amont agricole également. Et donc, sur nos territoires, ce qui nous désole, c'est aussi le désamour vis-à-vis du métier d'agriculteur, qui est un beau métier. Donc là, il faut qu'on travaille aussi par rapport à cela. Et donc, nous, on aide, mais alors c'est très concret. Donc, on sait entre 4 et 6 millions par an. C'est du don, hein, mais on accompagne, par exemple, les éleveurs pour s'installer, parce que ça devient hyper coûteux. C'est compliqué quand on démarre, quand on est un jeune. Déjà, le métier est compliqué. En plus, il y a des charges financières qui sont très, très importantes. Et donc, on l'accompagne soit pour s'installer, soit les éleveurs ou les agriculteurs existants pour se mettre aux normes. Les normes changent tout le temps, il faut réinvestir. Et donc là, il faut les accompagner, sinon on n'y arrivera pas. Et je finirai sur un point. Quand on parle du territoire, du développement du territoire, on a l'impression qu'on est une Europe entière et qu'on peut faire force. En fait, pas du tout. Dans les faits, nous, ce qui nous peine et ce qui nous rend la vie difficile, c'est qu'on a beau avoir des règles européennes, elles sont appliquées de manière tellement différente. En France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, il y a tellement de variations sur le thème qu'on ne joue pas avec les mêmes règles. Donc, je vous donne des exemples très très simples. Aujourd'hui, imaginez avoir une ferme, et Dieu sait que ça fait la une, qui est plus de 1000 vaches. C'est pas possible en France. Alors le 1000, enfin, c'est quand on passe une centaine, hein, passer 100, passer 1000, voilà, c'est toujours problématique. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut le savoir. Donc vous allez au supermarché acheter du lait. Donc nous, on fait la nutrition animale, on s'est installé dans le nord de la France pour alimenter toutes les fermes qui sont juste à la frontière belge ou la frontière allemande, voilà, qui font le lait. Et ce lait, ensuite, il est rapporté par notre grande distribution, que vous le retrouvez dans vos supermarchés. Voilà. Et là, on se dit, développement des territoires, mais comment ça se fait que c'est possible ? Et on parle de 5 km, hein, des fois, 10 km. Donc voilà, donc il y a aussi, on a beau être dans l'Europe, pas mal de travail à faire. Je pense qu'il y aura peut-être des commentaires, si on veut avoir un développement territorial qui soit cohérent. Denis, est-ce qu'on mesure d'ailleurs la vitalité des territoires, la contribution des entreprises à la vitalité des territoires, le lien elles-mêmes avec leur propre performance ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut regarder l'imbrication par rapport à des logiques de développement des territoires. En fait, pour le faire très rapidement, vous avez deux logiques de développement de territoire. Soit le territoire, il va chercher le revenu qui se crée, qui existe en dehors de son territoire. Et là, c'est plutôt un territoire qui est exportateur, qui produit localement pour pouvoir exporter. Soit là, il se développe selon une logique productive. Soit c'est un territoire qui se développe selon une logique présentielle. C'est-à-dire, c'est un territoire qui va faire venir du revenu sur son territoire parce qu'il est attractif pour du tourisme, pour des retraités. Quand on est un pays qui distribue beaucoup d'argent aux retraités, je vous laisse deviner à quel pays on peut penser, parce que en fait, vous créez les conditions d'attirer du revenu qui se dépense chez vous. Et donc, il faut avoir une très bonne conscience de ce qu'est la logique qui façonne l'économie d'un territoire. Et certains territoires, je pense par exemple aux Pyrénées-Atlantiques, ont choisi de se développer selon une logique présentielle. J'attire du revenu qui va se dépenser chez moi. D'autres territoires vont être plutôt sur une logique où ils vont être exportateurs. Quand on regarde économiquement ce qui marche bien, c'est un territoire évidemment qui combine les deux logiques. C'est un territoire qui est à la fois en capacité d'attirer
de l'activité touristique et qui a également une puissance industrielle qui lui donne une capacité à se projeter à l'extérieur. Alors, est-ce que pour autant, tout procède d'une logique territoriale ? Ce sont des éléments auxquels il faut faire attention. Pendant très longtemps, on a eu cet effet de cluster, enfin, toute la réflexion sur les districts industriels, vraiment des logiques qui sont très ramassées. Cela a donné lieu aux politiques de pôles de compétitivité. C'est très bien, les pôles de compétitivité, ça amène les gens à réfléchir, à casser un peu le cadre et à réfléchir un peu hors les murs. Mais on reste dans une logique qui est très territoriale, là où en réalité, les développements technologiques peuvent se faire ailleurs et peuvent se faire très loin. Tout à l'heure, c'est ce que j'évoquais de la Chine. En réalité, si vous êtes uniquement sur une logique de pôle de compétitivité où on cultive quelquefois un peu l'entre-soi, eh bien, vous pouvez passer à côté d'opportunités. Donc, un territoire qui fonctionne, c'est un territoire qui est ouvert. Un pôle de compétitivité qui fonctionne, c'est un pôle de compétitivité qui va aller chercher aussi les solutions à l'extérieur de lui-même. Donc, la logique de territoire, elle fait sens, mais à partir du moment où cette logique, elle permet d'envisager une capacité à se projeter et à prendre également ce qui se fait de bien ailleurs. Peut-être. Je prends des petites questions de la salle. Est-ce que, pour renforcer notre souveraineté, est-ce que le seul moyen, c'est d'accélérer les relocalisations industrielles ? Enfin, si je veux réagir très rapidement, on ne fait pas une relocalisation pour la souveraineté. On fait des relocalisations parce qu'il y a déjà un bilan économique qui fonctionne. Et le bilan économique, c'est pas que financier, c'est financier, extra-financier, c'est d'avoir les talents, etc. Donc on est des industriels, on est des économistes, et on le fait si ça fait du sens sur le plan de la stratégie et de l'économie. Voilà, ni plus ni moins. Alors il peut y avoir à un moment donné effectivement des besoins de relocaliser ou de délocaliser. C'est pas une honte de dire aujourd'hui, si je prends mes usines en Belgique avec des augmentations qui sont à 2 ou 3 points au-dessus de l'inflation depuis déjà 5 à 7 ans, si ça continue, effectivement, on sera plus compétitif, on va délocaliser. Je le dis très simplement, mais parce que économiquement, ça marche pas. Et au contraire, il y a un certain nombre de produits, je préférerais les relocaliser parce que j'ai une nouvelle technologie, parce que j'ai un bilan économique qui est plus intéressant. Voilà, donc il n'y a pas de généralité et on fait pas de la relocalisation simplement pour... voilà, il faut qu'il y ait un besoin économique. Mathieu ? Pas mieux, très honnêtement. On va déjà, avant de relocaliser, on va déjà garder les usines qu'on a. Et pour garder les usines qu'on a, il faut qu'elles restent compétitives. Je dis toujours, la pérennité d'un site, et on en a beaucoup en France, la pérennité d'un site, c'est sa compétitivité. Celui qui travaille sa compétitivité, il travaille sa pérennité. Okay, donc travaillons là-dessus, et on aura notre industrie, et on aura notre souveraineté. Alors, et là-dedans, tout le monde peut s'y mettre. Donc, la compétitivité, c'est la somme du tout. Si on réfléchit à relocaliser, il faut savoir pourquoi il y a eu dans ce cas préalablement un mouvement de délocalisation. Et donc, est-ce qu'on rétablit les conditions d'attractivité ? Enfin, on dit tous les trois la même chose. Est-ce qu'on a rétabli les conditions de l'attractivité de la production locale qui, à un moment, ont été jugées non viables ? Donc, est-ce que le rééquilibre a été fait ? Et de toute façon, on ne relocalise jamais une activité qui a été délocalisée préalablement. Parce que si on relocalise une production particulière, ça va être dans des procédés nouveaux, dans des procédés qui auront connu des transformations, parce que ce n'est pas exactement le même produit, ce n'est pas les mêmes conditions dans lesquelles on va le faire. Donc, on ne relocalise jamais les activités initiales. Je partage ce mot-là. On peut parler de réindustrialisation de la France, mais pas de relocalisation. Ouais. Complètement. Est-ce que, sur autre question, comment vous voyez la part de responsabilité entre le monde politique et l'entreprise sur ces sujets de souveraineté ? Forcément, il y a ce débat. Est-ce qu'il y a besoin de plus, autrement, de l'État ? Pas forcément. Regardez, il y a un exemple qui a été... des exemples vraiment caricaturaux d'enjeux de souveraineté. Vous avez on a connu deux crises. La crise de la pandémie, la crise énergétique. On a eu deux réponses totalement différentes à l'échelle européenne et qui ont quand même un peu fonctionné. La réponse, dans un premier temps, à la question de la pandémie, ça a été la question de la vaccination. Qu'est-ce que l'on a fait ? On a fait des achats groupés en Europe. Et là, c'est vraiment la puissance politique qui s'est mobilisée et qui a apporté une solution qui, en termes de coût,
a été bien plus intéressante, par exemple, que ce qui a été déployé au Royaume-Uni, qui en fait a acheté des vaccins à des tarifs très élevés. Il y a eu en revanche des achats groupés qui ont fonctionné, et ça procédait complètement du choix du politique. Aussi constitution de stocks qui ont été de stocks qui initialement étaient pensés de manière totalement non coordonnée, qui ensuite ont été pensés de manière agrégée, les stocks en termes de respirateurs, de masques. Ça, c'est la réponse collective et qui implique le politique. Deuxième réponse, sur l'énergie. À un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit aller acheter le gaz ensemble ? Allemand, italien, français, est-ce qu'on doit aller l'acheter ensemble ? C'était une question, puisqu'on en avait en tête la réponse qui avait été faite au moment de la pandémie. Et très rapidement, mais il s'est apparu qu'on a des acteurs qui savent négocier, qui savent faire les achats, dont c'est le métier d'acheter. Et en réalité, ces acheteurs, ils ont fait leur boulot au bout d'un moment, à savoir, ils sont en capacité d'identifier par eux-mêmes les bons approvisionnements, les bons sourcings. Et donc, l'intervention du politique aurait probablement été beaucoup plus perturbatrice que l'intervention uniquement par des fonctionnements de marché. Donc, il n'y a pas une réponse qui est tout le temps la même. Elle doit s'adapter aux circonstances des marchés. Alors, moi, je dirais qu'on a besoin du politique, il faut qu'il joue son rôle. Son rôle, c'est le régulateur, donc mettre un ensemble de règles. Il faut qu'il le fasse, mais pas trop. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des endroits où, quand la France surrégule par rapport aux règles européennes, ça crée des distorsions au sein même de l'Europe au niveau de l'économie. Donc ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il fasse bien son boulot de régulateur. Ce qu'on attend de l'État, par moment, il le fait bien. Je pense que par moment, il l'en fait beaucoup trop. Donc, ils sont peut-être trop nombreux. Et donc, ce qu'on attend aussi de l'État, c'est que quand il y a des stratégies de développement des États, il accompagne ces stratégies en amont, notamment sur l'innovation. Je parlais du CIR. Voilà, ça, on attend de l'État parce que ça... Mais ensuite, l'État est un très mauvais gestionnaire. Et donc, on n'attend surtout pas que l'État, finalement, intervienne dans la gestion économique des entreprises. C'est là que je fais une grande séparation. Partout où il l'a fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a été économiquement durable, on va dire. Voilà. Et donc, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de ces règles, on a besoin de ce cadre. Il faut simplement qu'il laisse un petit peu d'espace aux entreprises. Et ensuite, c'est la loi du marché qui doit jouer parce qu'on est dans un marché et on peut effectivement ponctuellement l'État soutenir l'entreprise, mais ça n'est jamais viable à moyen et long terme. Donc, c'est pas une bonne chose à faire. En ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord. Chacun doit jouer son rôle. Okay. Nous, c'est de gérer notre boîte de manière à ce qu'elle soit compétitive. Et en mon sens, le minimum que doit faire le politique, c'est, je ne sais pas le dire en français, c'est le level playing field. D'accord ? Same level playing field. Ça veut dire que le terrain de jeu doit être le même pour tout le monde. Et comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, si vous nous donnez le même terrain de jeu que les Chinois, on n'a pas peur des Chinois. Mais il faut que le terrain de jeu soit le même. Si vous avez des gens qui, en face de vous, ne sont pas financés de la même manière, qui n'ont pas de coût du capital, qui ne payent pas le CO2 aujourd'hui, d'accord, peuvent vendre en Europe sans payer 1 euro sur le CO2, là où nous on le paye, qui ont accès à une autre énergie, etc., etc., etc. Forcément, c'est plus compliqué. Moi, j'ai pas peur de la concurrence, j'ai pas peur d'être compétitif. J'ai aucun problème. À partir du moment où on joue avec les mêmes règles du jeu. Donc chacun son boulot. Et c'est le même cas, Mathieu, dans le monde agricole où effectivement, si on a les mêmes règles, si les agriculteurs ont accès aux mêmes produits, ils sont aussi bons, voire même meilleurs que bon nombre d'agriculteurs étrangers. Mais on ne peut pas à la fois imposer des règles européennes et accepter des importations de produits qui, eux, ne les respectent pas. C'est vrai dans tous les métiers, le tien comme le nôtre. Ça vaut dans l'analyse économique aussi. C'est pareil. Oui, tout à fait. Je l'expérimente également. Vulcanic, ce que je vous propose, c'est, je ne vais pas faire une synthèse. Moi, je vous dis juste que je retiens en fait de ces 3 témoins, on a deux représentants d'industries qui ne sont pas les industries, on va dire, sur lesquelles les EBIT sont naturellement les plus hauts et qui y arrivent, qui véhiculent à la fois de belles réalisations et
un optimisme pas béat, hein. On comprend bien que c'est difficile pour chacun d'entre vous, mais une certaine confiance sur le fait que y a de quoi jouer en Europe, et que même si on est dans une mâchoire entre, on aime vraiment beaucoup l'image de la mâchoire entre les US et la Chine, en fait, on a des moyens, ça se démontre. On peut y arriver. Donc moi, pour conclure, j'aurais juste tendance à dire, finalement, ce sujet de la souveraineté, comme plein d'autres sujets, c'est des sujets qui se travaillent en fait et qui se pensent, sur lesquels on peut déjà, avec méthode, regarder, éclairer. Je pense qu'on a beaucoup été inconscients, c'est ce que vous ressoulignez et que je partage. On a été très inconscients en fait, hein, dans la vision de nos chaînes de valeur, plus ou moins, depuis plus ou moins longtemps, ces chaînes de valeur, elles se révèlent, donc travaillons-les. Et choisissons les sujets sur lesquels il y a besoin juste d'être au niveau de la vigilance, et les sujets sur lesquels on a besoin d'être un peu plus offensif pour défendre la souveraineté à minima de l'entreprise, voire la souveraineté française. Je pense qu'on est au bout de cette heure. Je vous donne rendez-vous pour la suite des webinaires Futurope. Eh bien, après le week-end. Demain, c'est off côté webinaire Futurope. Désolé. Par contre, dès lundi, il y en a 2, un le matin, un l'après-midi. Et connectez-vous pour la suite de la réinvention de la valeur. Merci surtout aux 3 témoins. Merci Denis, merci Mathieu, merci Jean-Philippe pour la passion sur le monde industriel français. Merci Stéphanie. Merci à vous. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Réinventer la valeur de l'intention aux solutions. Futurope.